L'enquête se poursuit, on a beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre avec nos invités. Mathias Cesson, journaliste BFM TV, vous avez suivi Mathias cette affaire depuis le début. Beaucoup de questions évidemment à vous poser. À vos côtés, Raphaël Maillochon, journaliste police-justice à BFM Paris. Et vous allez nous parler des restaurants clandestins parce qu'on voit que cette affaire, elle a mis en lumière aussi beaucoup de restaurants clandestins. Et puis Serge Slama est également avec nous. Merci, vous êtes professeur de droit public à l'université de Grenoble. L'éclairage juridique sera évidemment très important dans cette affaire. D'abord, peut-être, Mathias, beaucoup de gens ont découvert cette semaine l'existence de Pierre-Jean Chalençon. Alors un peu connu médiatiquement quand même, mais... est-ce qu'on peut redresser un peu le portrait de Pierre-Jean Chalençon et de Christophe Leroy ? Pierre-Jean Chalençon, il a 50 ans, c'est un homme d'affaires, homme de médias, mais sa passion principale, ce sont les objets. C'est un collectionneur d'art, notamment tout ce qui concerne la période napoléonienne, c'est pas facile à dire. Il possède aussi le Palais Vivienne, c'est un immense hôtel particulier dans Paris, près de 500 mètres carrés qu'il a transformé en musée. C'est un personnage qu'on peut dire, haut en couleur, qui a participé à de nombreuses émissions de télévision et de divertissement. Et puis il y a Christophe Leroy, c'est le deuxième protagoniste de cette histoire. Il a 57 ans, c'est un chef cuisinier relativement connu dans le milieu de la cuisine. C'est à Saint-Tropez qu'il fait ses gammes, où il reçoit à ses tables des personnalités comme Johnny Hallyday, Bernard Tapie, Eddie Mitchell. Il va essayer de perpétuer un peu le mythe des soirées blanches organisées dans les années 80-90 par Eddie Barclay. Et puis il a ouvert aussi par ailleurs d'autres établissements dans des lieux comme Avoria, Saint-Martin, Marrakech et puis dernièrement, on le sait, à Paris. Toute la question de savoir si on est passé des soirées blanches au dîner clandestin. Vous l'avez entendu dans le journal, Christophe Leroy, longue interview sur BFM TV à 18h. Dans le journal, vous l'avez entendu, il parlait des ministres qui n'étaient pas présents à ces dîners. Et il est revenu notamment sur la fameuse soirée du 1er avril, dîner avec une quarantaine de personnes. Et voilà ce qu'il en dit. Aujourd'hui, je vous dis c'était une erreur de le faire. Et j'assume. Et si je suis condamné pour cela, je ferai face. C'est une erreur, il n'y a rien de grave. J'aurais pas dû le faire, surtout dans la tête, vue de l'extérieur. Il ne s'est rien passé au Palais Vivienne. C'est une erreur, Mathias. Comment il se justifie? Qu'est-ce qu'il explique dans cette longue interview? Alors il met avant tout sur le devant de son argumentation le fait que tout cela s'est déroulé dans des domiciles privés. D'un côté le Palais Vivienne, le domicile privé en effet de Pierre-Jean Chalençon, et de l'autre le Leroy Business Club. C'est aussi l'appartement du coup de Christophe Leroy, 130 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris. Mais ça va être un petit peu tout l'enjeu de cette procédure, c'est essayer de déterminer à quel moment, si c'est le cas, bien sûr, Christophe Leroy a basculé du domicile privé au domicile public en recevant éventuellement des convives et en leur faisant payer des menus qui étaient pour le coup tarifés, on l'a vu. Mathias, est-ce que c'est pas l'histoire d'une grande gueule qui aurait mieux fait de se taire? Parce que finalement, si Christophe Chalençon, Pierre-Jean Chalençon n'avait pas parlé de ministre dans ses dîners, est-ce que l'affaire aurait pris ses proportions? Probablement pas, en tout cas pas dans cette ampleur-là, mais on peut se poser aussi la question de ce qui s'est passé avant, parce qu'en fait toutes ces invitations, elles étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Christophe Leroy s'en faisait l'écho sur son compte Instagram par exemple. C'était pas du tout quelque chose qui était caché. Mais là, cette interrogation qui demeure encore aujourd'hui sur la présence éventuelle d'un homme politique, même si pour l'instant, l'avocat de Christophe Leroy l'a dit, l'a maintenu, il n'y avait pas d'homme politique. S'il n'y avait pas eu cette petite phrase pour mettre le feu aux poudres, peut-être que tout cela serait un peu passé inaperçu et que Christophe Leroy aurait continué. Et la rumeur est tenace. La rumeur continue d'être alimentée. Nous, on a une nouvelle source qui, hier encore, nous disait « Je suis sûr de moi », c'est un participant à ce dîner. Il y a eu un homme politique, il apporte même la précision de droite à ce dîner. On lui a montré... Pas un ministre. Pas un ministre, ni un ancien ministre, mais un homme politique. Bon, il faut faire maintenant le tri entre ce qui reste de l'état de la rumeur, entre une éventuelle réalité des faits. Pour l'instant, le parquet de Paris l'a rappelé. Il n'y a aucun élément tangible qui permet d'indiquer qu'il y avait un membre du gouvernement, un homme politique à ces dîners. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est qu'on voit bien que quand on tire les fils de l'enquête, il y a plusieurs éléments très concrets. Vous avez évoqué les fameux menus, les invitations. Serge Slama, je me tourne vers vous. Je le rappelle, vous êtes professeur de droit public à l'université de Grenoble. Ces éléments-là, ils sont importants parce qu'en fait, ils pourraient donner un aspect différent à ces dîners. Ce n'étaient peut-être pas des dîners entre amis un peu organisés, mais ça pourrait être des dîners qui rapportaient de l'argent, avec des invitations, avec des sommes versées importantes. Oui, effectivement, c'est bien le critère. Alors, c'est pas très grave, ce sont des contraventions dans ce cas-là. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, il y a un décret qui
ferme les établissements recevant du public, notamment les restaurants. Et donc, peu importe que ça soit dans un domicile privé ou dans un restaurant habituel, dès lors qu'il y a une prestation avec des personnes qui sont reçues et qui payent une facture, enfin qui payent le menu, eh bien, on est bien en présence d'un établissement recevant du public et donc c'est interdit par le décret. Donc, le risque, c'est une contravention pas très élevé de 135 € et avec derrière la possibilité de fermeture administrative et éventuellement d'autres poursuites. Alors c'est plus complexe pour travail illicite ou éventuellement pour mise en danger de la vie d'autrui, même s'il n'est pas facile d'établir ce délit. Donc oui, le parquet a ouvert pour mise en danger d'autrui, pour travail illégal, vous l'avez dit. Le travail illégal, c'est plus embêtant pour eux. Oui, pour le coup, c'est peut-être l'infraction la plus facile à caractériser, vraiment, si c'est pas déclaré. Mais bon, peut-être qu'ils vont tout de même payer leurs impôts et déclarer. S'ils le font pas, c'est travail illicite, c'est du travail au noir et c'est problématique. Mais je pense qu'on fait beaucoup de bruit sur cette affaire-là. C'est pas si grave que ça. Il y a des personnalités politiques qui auraient participé. Je crois qu'on parle de Brice Hortefeux notamment. Donc vraiment, c'est pas envoyer un beau modèle aux Français, puisqu'on nous demande, y compris dans la sphère privée, de limiter le nombre de convives. Mais ce sont des recommandations, de limiter à 6 personnes. Donc mieux vaut éviter ce genre de dîner clandestin. Mais ensuite, je pense que c'est pas une affaire d'État. Mathias. Oui, Christophe Leroy assure que il n'y avait, que tout était légal, que tout était déclaré. Sauf que nous, on a une source qui nous explique que c'est un serveur en l'occurrence, il a été rémunéré en liquide, sans contrat de travail. Est-ce que il faut s'attendre là aussi à des poursuites là-dessus? Oui, donc oui, c'est tout à fait possible. Si un certain nombre d'éléments de preuve sont établis, je crois qu'il y a des gardes à vue, éventuellement des mises en examen. Et dans ce cas-là, oui, si un serveur a été payé au noir, bien évidemment, il y a aussi l'inspection du travail qui pourra intervenir éventuellement. Donc les poursuites sont parfaitement possibles. Mathias, vous avez pu, dans votre enquête, parler à des gens qui ont participé à ces dîners. Est-ce qu'ils avaient conscience de mettre en danger la vie d'autrui? Parce que c'est aussi un des motifs sur lesquels la justice peut s'appuyer. Alors, conscience de... En fait, ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que les invités, les participants, sont à la fois les victimes et les co-auteurs. Puisque quand on parle de mise en danger de la vie d'autrui, un invité va autant mettre en danger la vie de son voisin que le chef cuisinier lui-même qui organise cette soirée. Donc ça, c'est la première particularité. Et puis la seconde chose, moi, qui m'a frappé quand j'ai parlé à certains des participants, c'est une forme de légèreté quand même sur les gestes barrières. Puis d'ailleurs, on l'a vu sur les images, il y a assez peu de masques, ça nous a été reconfirmé par ailleurs. Des gens se font la bise. Ça contraste un petit peu avec l'espèce de discipline générale quand même qui se déroule en ce moment en France. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est peut-être aussi pour ça, si on retisse les fils, que cette affaire a pris autant d'ampleur. C'est qu'est-ce qu'un politique, s'il y en a eu, pouvait à ce point ne pas montrer l'exemple et faire des dîners et dans ce cas-là peut-être entraîner un certain relâchement. Parce qu'on se rend compte, Raphaël Maillochon, c'est le travail que vous avez effectué cette semaine, l'enquête que vous avez faite, qu'il y a d'autres endroits où il se passe des déjeuners, des dîners clandestins, de façon parfois très organisée, j'ai envie de dire, depuis longtemps. Ça se passe à Saint-Ouen, on est en Seine-Saint-Denis. Racontez-nous, on va voir les images, ce que vous avez découvert cette semaine. C'est un restaurant de quartier situé en Seine-Saint-Denis, à quelques centaines de mètres du périphérique. Et bien voilà les images que j'ai pu filmer à l'intérieur du restaurant. Alors de façade, le restaurant paraît fermé, les stores sont baissés. Mais pour pouvoir y accéder, il faut rentrer par une petite porte d'un hall d'immeuble d'habitation. On pousse une porte et on arrive directement derrière le bar au niveau des cuisines. Lorsque je me suis baladé dans le restaurant, eh bien on découvre ces images. Ça c'est le devant du restaurant où les officiers de police judiciaire commençaient les interrogations. C'était vendredi midi. C'était vendredi midi, 13h15, lorsque les policiers ont investi le restaurant. Et à l'intérieur, ce que j'ai pu constater, tout simplement, ce sont des gens attablés, une dizaine de tables, des personnes sans masque. Au départ, lorsque les 62 personnes attablées, sans masque, 60 hommes, 2 femmes, on le découvre sur ces images. Là, on a flouté les visages. Les personnes avaient le masque, puisque les policiers leur ont demandé, lorsqu'ils ont figé la scène, de remettre le masque. Mais ils étaient tout simplement en train de profiter d'un déjeuner et de boire et de manger donc. Alors c'est un vrai scoop, hein. Vous êtes arrivé, vous êtes entré derrière les policiers, oui. D'initiative comme ça, bravo. Et vous nous racontiez hors antenne à Philippe et moi, donc cette anecdote qui est quand même extraordinaire. Les gens sortent du restaurant, ils vont prendre une amende de 135 €.
La police est à l'intérieur et vous en entendez un qui dit à plusieurs autres on va aller ailleurs, hein, je connais un autre endroit et hop, tout le monde part. Oui, ils prenaient ça, Mathias le disait, avec beaucoup de légèreté. Ils ont pris 135 €, sont des profils de catégorie socio-professionnelle supérieure. Il y a 4 avocats, c'est ça ? 4 avocats du barreau de Paris à l'intérieur. Donc 135 €, moi quand je leur parle, ils me disent c'est pas grave. Et la première chose, effectivement Dominique, ils me disent voilà, où est-ce qu'on peut aller déjeuner ? Puis un dit j'ai un petit plan à tel endroit, etc. Ils remontaient dans leur voiture, certains ont repris des taxis. Puis ils sont partis, voilà, l'amende, 135 €. Ils me confient que, au final, c'est très peu pour eux. Ils me disent que c'est une bande de copains, qu'ils ont l'habitude de déjeuner ensemble depuis plusieurs semaines. C'est ce qui a mis d'ailleurs la puce à l'oreille des enquêteurs de la police judiciaire parisienne et de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et que dans leur groupe, voilà ce qu'ils me disent, personne n'a eu le Covid. Donc ils continuent à déjeuner. Certains me disaient, j'ai besoin de ces moments de convivialité, de boire un coup avec les copains. Voilà un petit peu le profil de ces personnes qui étaient attablées sans geste barrière. Donc. Comment les policiers ont enquêté justement ? Parce que ça durait depuis très longtemps. Ouais. Ils ont mis du temps à intervenir vendredi. Quel est le fil ? Comment ils sont remontés à ce restaurant ? Le cheminement, c'est qu'il y a environ 3 semaines, sans trahir trop de secrets, 3 semaines, eh bien, cette même bande de copains à 60 personnes, donc, avait déjà organisé et fait un premier déjeuner. Il y avait énormément de monde. Les policiers, eh bien, commencent à enquêter. Il y a ensuite des enquêtes, des filatures, etc., qui se mettent en place. Il y a 3 semaines, ils décident, les policiers, de ne pas intervenir en se disant, voilà, il va y avoir d'autres dîners, peut-être de plus gros poissons qui vont venir manger. Je le disais, 4 avocats au barreau de Paris. Mais au final, entre-temps, il y a l'affaire Chalençon. On l'a vu, ces dîners, ces polémiques, ministre, pas ministre, homme politique ou pas. Et puis là, les policiers se disent, il faut donner le top interpellation. Ils décident de le faire vendredi à 13h15 au sein de ce restaurant. C'est les informations que j'ai pu avoir après coup. Et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de policiers. Citez-nous un peu les services. Il y a même des gens du cabinet du préfet, je crois. Cabinet du préfet de Seine-Saint-Denis, la police judiciaire donc de Seine-Saint-Denis, la direction régionale de la police judiciaire. Donc on est là sur l'agglomération parisienne. Et puis j'ai pu voir aussi des brassards, inspecteurs du travail, URSAF, car le cuisinier n'était pas déclaré, il a été emmené par les services de police. Le gérant a fait aussi de la garde à vue. Donc au final, ce sont des verbalisations de 4e classe, 135 € d'amende. Mais on voit bien qu'il y a eu également la brigade financière. Enfin bref, c'est un audit, j'ai envie de dire, complet de ce restaurant pour voir un petit peu au-delà de tout ça s'il n'y avait pas du travail dissimulé également. Ça fait, Raphaël, 62 fois 135 €, oui, plus des amendes que paiera le restaurateur. Mais les services de police, l'URSAF, vous l'avez dit, tout le monde mobilisé. Ça fait cher l'enquête quand même. Mathias, non ? Oui, c'est ce que me confiait... Comme pour Chalençon, comme pour c'est ce que me confiait un avocat tout à l'heure à qui je parlais, c'est qu'effectivement, ça fait beaucoup de moyens déployés, beaucoup de moyens d'enquête pour, au final, des contraventions de 135 €. Alors, effectivement, il faut peut-être aussi y voir que il y a le contexte sanitaire actuel et il y a aussi l'enjeu politique, c'est... Dans quelle mesure il faut montrer l'exemple et montrer qu'il y a une réponse policière ferme lorsqu'on sort un petit peu des clous. Mais oui, ça pose la question des moyens déployés clairement et de l'aboutissement judiciaire ensuite. Serge Slama, pour tout restaurateur qui serait tenté par ce type d'initiative qu'on rappelle illégale, il y a les amendes de 135 €, mais est-ce que l'organisateur, le gérant de ce restaurant, il peut mettre la clé sous la porte définitivement ? Est-ce qu'il peut y avoir des fermetures administratives dans la durée ? Alors définitivement non, mais effectivement le préfet peut décider pour violation des règles sanitaires la fermeture administrative de l'établissement avec des poursuites pénales à la clé. Donc évidemment c'est parfaitement possible, mais je pense qu'en fait la solution est ailleurs. La fermeture des restaurants commence à durer. Je pense qu'avec un certain nombre de mesures sanitaires, notamment en terrasse, on pourrait parfaitement envisager la rouverture des terrasses et ça ferait disparaître ces restaurants clandestins, je crois. Alors, il faut l'envisager, peut-être pas immédiatement, puisqu'on est à nouveau dans un confinement, mais il faut donner la perspective de rouverture des restaurants et de reprendre une vie sociale progressivement, comme d'autres structures collectives. Je pense notamment au musée, ou au théâtre, ou au cinéma. Oui, la mi-mai, horizon donné par le président de la République. Merci pour votre éclairage précis et intéressant. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente réellement ? Est-ce qu'il y en a beaucoup, un peu, pas beaucoup, anecdotique ? Là, la question, effectivement, Philippe, mérite d'être posée. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut, je pense, y en avoir énormément sur le territoire national, parce que lorsque je me suis baladé donc dans Saint-Ouen, le restaurant, je le dis, de prime abord, il paraît totalement fermé. Les stores sont baissés, il n'y a pas d'allée et venue. Moi, ce qui m'a intrigué, ce sont ces clients qui sont venus toutes les 10 minutes déposer en taxi, en scooter, en moto ou autre, qui ont tapé le code sur le côté pour pouvoir rentrer. On est là vraiment dans un système bien organisé. Donc, il y a des restaurants fermés. Il suffit de se balader dans Paris pour voir
ces bâches parfois sur les restaurants. On peut imaginer qu'il y en a sur le territoire, mais combien, c'est là est toute la question. Racontez-nous l'anecdote, s'il vous plaît, Raphaël, du livreur de champagne. Oui, vous êtes sur place. On l'a diffusé d'ailleurs dans le sujet sur BFM TV. Les policiers viennent tout juste d'arriver. Donc vous imaginez des voitures qui bloquent la porte, environ une dizaine de voitures de police, les policiers qui rentrent, qui sortent avec les brassards service départemental de la police judiciaire. Et il y a ce livreur qui arrive avec son bon de commande, qui arrive vers moi et qui me dit je pense que je suis arrivé au mauvais endroit, enfin au bon endroit mais au mauvais moment. Je lui demande qui est-il, qu'est-ce qu'il fait là, ça m'intrigue. Et il me dit voilà, j'ai 24 cartons de champagne à livrer, je regarde sur le bon de commande, il y a effectivement l'adresse de ce restaurant et il me dit avoir l'habitude de livrer des restaurants sur Paris. Lui vient directement de Reims, il travaille pour des grandes maisons de champagne et il a l'habitude, selon ses dires, on a diffusé le sujet en ce moment, effectivement Dominique, de livrer plusieurs restaurants et il me dit à chaque fois que je livre, eh bien j'arrive discrètement dans des arrière-salles de restaurants où je dépose, je livre mes bouteilles de champagne. C'est l'anecdote. La police le récupère, lui, pour lui poser des questions? Pas du tout, même pas. Il est reparti. Non, il a mis un coup de tampon pour justifier qu'il était bien arrivé à Paris et il est reparti avec ses cartons de champagne. Ça donne envie de rigoler. Sur l'affaire Chalençon-le-Roi, il y a une anecdote quand même, c'est que ce professeur de droit évoquait la possibilité d'une fermeture administrative, sauf qu'on parle là de domicile privé. Donc on va difficilement pouvoir fermer des domiciles dans le cas de Christophe Leroy. Et puis dans le cas de Pierre-Ange Chalençon, on va clairement pas, a priori, lui fermer le palais Vienne, puisque c'est là où il demeure, même si on peut considérer qu'il a peut-être des ressources lui permettant d'aller vivre ailleurs. Mais voilà, c'est une des subtilités aussi de ce dossier et de cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été avec nous dans Affaires suivantes. Je vous rappelle cette interview exclusive de Christophe Leroy, le chef au cœur du scandale. Interview en intégralité à découvrir sur BFM TV. Ce sera à 18h tout à l'heure. Vous restez avec nous dans un instant dans Affaires suivantes. Les dessous de la mort d'Aurélie Vaquier. Le corps de cette jeune femme de 28 ans a été retrouvé mardi dans un sarcophage en béton coulé dans le sol de l'appartement conjugal, là où elle vivait avec son compagnon. Terrible découverte après 2 mois de disparition. Tout semble accabler son compagnon qui pourtant nie tous les faits qui lui sont reprochés. Alors y a-t-il encore un doute sur sa culpabilité? Quels sont les différents scénarios envisagés? Tous les détails dans un instant. Bientôt 13h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Et la ténacité des gendarmes aura fini par payer. Le corps d'Aurélie Vaquier a été retrouvé cette semaine, coulé dans un sarcophage en béton au sein même de l'appartement conjugal de Bédarieux, dans l'Hérault. Son compagnon, Samir, a été mis en examen pour meurtre aggravé. 2 mois qu'Aurélie Vaquier avait disparu sans explication. Son compagnon, qui continue à clamer son innocence après sa garde à vue. Il a évidemment essayé d'expliquer les faits, mais difficile d'y croire. Alors, peut-il vraiment être innocent? Y a-t-il d'autres scénarios? Beaucoup d'éléments l'accablent. On va discuter de toutes ces questions et envisager les différents scénarios avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, les derniers éléments de cette enquête avec Elisa Tran. Mise en examen pour meurtre aggravé sur Aurélie Vaquier, Samir, 39 ans, nie toute implication. Pourtant, c'est bien dans l'appartement du couple qu'a été retrouvé le corps de la jeune femme. Un géoradar a permis de le détecter sous une estrade dans une pièce en travaux. Elle était recouverte de nombreux cartons, eux-mêmes ces cartons posés sur un matelas, qui lui-même était posé sur une moquette. La moquette recouvrant un parquet flottant avec 2 épaisseurs. Sous ce parquet flottant, les enquêteurs ont alors découvert une sorte de sarcophage bétonné. Il est trop tôt pour déterminer les causes de la mort, mais le décès pourrait remonter à plus de 2 mois, soit le 28 janvier, jour du dernier signe de vie d'Aurélie. Son compagnon n'avait alerté les gendarmes que 4 semaines plus tard. Entre-temps, il serait parti en vacances. Et face aux inquiétudes des proches de la Sétoise, Samir a assuré avoir reçu un message d'Aurélie expliquant qu'elle avait besoin de s'isoler quelque temps pour écrire un livre. Un message truffé de fautes qui n'a pas rassuré son frère, au contraire. Il m'a informé qu'il avait reçu ce fameux message le 13 février. Voilà. Il n'y a qu'après où effectivement on lui a demandé nous une preuve, c'est là qu'il nous a fait un copier-coller. Étant donné que c'était juste un copier-coller, forcément il n'y avait pas de date. Je pense qu'il a eu ces 3 semaines de délai avant de m'appeler. Je pense que ces 3 semaines ont été bénéfiques à son organisation.
Aurélie, 38 ans, a rencontré Samir l'été dernier, le yin et le yang selon la famille. Elle, fougueuse, lui très posé. Le couple avait emménagé à Bédarieux fin 2020. Et les questions restent évidemment nombreuses. On va essayer d'y répondre avec nos invités. Yannick Philippona, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes reporter régional à Midi Libre, spécialisé dans ces questions de faits divers. Vous suivez cette affaire depuis le début. Merci d'être avec nous. Et puis, maître Félix Allary, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes l'avocat de la famille Vaquier. On a évidemment envie de commencer par prendre des nouvelles de la famille d'Aurélie Vaquier. Comment va-t-elle après cette rude semaine ? Alors, il faut d'abord qu'ils digèrent cette information parce qu'ils tombent de haut. Eux, ils étaient persuadés qu'elle était sûrement partie pour effectivement s'isoler. Ils ne pouvaient pas imaginer le pire et jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce qu'ils soient avisés de la découverte du corps, que ça pouvait être cette situation. Et effectivement, Yannick Philippona, ce que dit maître Allary est important parce que le compagnon d'Aurélie a tout fait pour accréditer cette idée qu'elle était partie. Il a d'ailleurs mis 26 jours avant de déclarer sa disparition. C'est ça, il explique avoir reçu un dernier message le 28 janvier et il ne va à la gendarmerie que le 23 février. Donc on est quasiment un mois après la disparition. Il explique que dans ce message, elle lui aurait signifié sa volonté de prendre l'air, d'aller écrire un bouquin. Donc il ne s'est pas inquiété, dit-il. Et ensuite, le temps a passé. Il a été chercher ses vacances, ses enfants, il a eu les vacances scolaires. Et de fil en aiguille, il a prévenu effectivement les gendarmes que le 23 février, ce qui déjà semé un peu le doute dans la tête à la fois des enquêteurs et des proches d'Aurélie. Il a 2 enfants d'un précédent mariage, il est en instance de divorce, il est dans l'Ain, je crois, son ex-femme est dans l'Ain. Mais donc il va quand même participer aux recherches, une fois. Comment vous expliquez ça ? Alors qu'il dit qu'elle est partie, il dit à personne qui sont en instance, enfin Aurélie et lui, que c'est un peu compliqué, il ne dit pas ça. Ça à personne. Non, il dit que tout va bien, que juste lui était en train de faire des travaux parce qu'ils envisageaient de lancer un restaurant vegan à Bédarieux. Donc lui, la première recherche, il participe à la première battue. Seulement à la première battue et encore, d'après ce qu'on a pu savoir, sur l'assistance du frère d'Aurélie Vaquier qui lui a dit quand même il faut que tu viennes avec nous. Et pourquoi selon vous, il ne participe pas aux autres ? Parce qu'on sait... Aujourd'hui, on se dit, voilà, est-ce qu'il sait déjà qu'il n'y a plus rien à chercher ? Et juste après, il a fait passer le message comme quoi il avait mal vécu cette première battue, que les gens lui posaient des questions justement sur ce problème de date. Normal, hein. Il s'est un peu refermé sur lui-même. Et il a dit, je suis fatigué. Et puis, je sais que la famille d'Aurélie lui disait, mais viens participer aux battues, c'est important, il faut médiatiser, il faut qu'on sache où elle est et tous les moyens sont bons. Maître Allary, justement, quels étaient les liens entre le compagnon d'Aurélie et sa famille ? Alors les liens étaient, ça faisait que depuis quelques mois qu'Aurélie avait fait cette rencontre. Elle avait rencontré Samir au cours de l'été 2020 et elle était allée s'installer avec son compagnon au mois de novembre du côté de Bédarieux même et c'est au mois de fin janvier qu'elle disparaît. Donc il n'y avait pas de lien entre la famille. Je crois bien que son frère l'avait vue 2 ou 3 fois et encore on se demandait même à ce jour-là, on se demande bien pourquoi Samir est venu dans ce département. Apparemment, il n'a pas d'attache. D'où il vient ? Est-ce qu'il était seul ? Moi, quand nous avons appris que le corps avait été découvert sous cette fameuse dalle en béton, selon la formule célèbre, ce serait à son insu de son plein gré qu'elle aurait été mise là. Ça paraît totalement incroyable. Alors bien entendu, il a disposé de 2 mois pour préparer sa défense, pour préparer les questions auxquelles il pouvait être posé, pour qu'on allait lui poser. Et je pense que les enquêteurs vont faire le maximum pour établir surtout son parcours de vie. Maître, quand on parle de la famille d'Aurélie Vaquier, en fait, on parle d'une toute petite famille. On parle seulement de ses 3 frères, hein, parce que elle n'a plus ses parents, c'est bien ça ? Voilà, ils ont perdu leurs parents il y a quelques années. Aurélie a un frère d'une première union de sa mère, ainsi que 2 demi-frères d'une deuxième union. Elle a également, toute la famille est originaire autour de l'étang de Thau, dans le département de l'Hérault. Elle a sa grand-mère, à laquelle elle était très 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 attachée dans un village autour de l'étang de Thau. Elle a également ses oncles qui sont installés à Sète et à Latte, juste à côté de Montpellier. Yannick Philippona, maître Allary nous disait la justice va désormais, les enquêteurs vont s'intéresser au parcours de vie du compagnon d'Aurélie. Qu'est-ce qu'on en sait à ce stade de ce parcours de vie de cet homme ?
On sait qu'il est originaire de l'Ain, donc de Gex. On sait qu'il y a grandi là-bas. Ensuite, son parcours, il serait passé par l'armée, où il travaillait, il était militaire. Ensuite, le parcours est un peu chaotique, puisqu'il va être saisonnier un peu en Suisse, où il a la famille. D'ailleurs, il sera condamné à 2 reprises pour des infractions routières et pour des vols. Et on retrouve ensuite sa trace dans l'Hérault, le petit village de Pinet, où il était saisonnier. Apparemment, il vivait dans une caravane, il faisait la plonge ou la cuisine dans un camping dans l'Hérault. Et c'est là qu'il va répondre à une petite annonce d'Aurélie Vaquier qui, pour amoindrir son loyer, propose à la location sur Airbnb une de ses chambres. Donc il répond à l'annonce et le couple se forme à ce moment-là. On est à l'été 2020. Je voudrais juste qu'on compare. Elle avait beaucoup d'amis, hein, Aurélie. On a eu des retours avec Philippe et on a pris un petit message qu'une amie lui a écrit. Elle l'appelait Bella, ses amis. Hein. Bella qui lui écrit « Nous t'avons cherché partout. Je réalise sans réaliser. Tu le sais, Bulle Dorée, nous combattons les violences faites aux femmes. Sois sûr que je vais t'honorer et te porter jusqu'à ma fin. » Est-ce que c'est un dossier de violence faite aux femmes? Et on peut aussi poser cette question à l'avocat de la famille d'Aurélie. Quoi qu'il en soit, oui. Quel que soit l'auteur, si c'est Samir ou si c'est pas lui, en tout cas, Aurélie a été tuée. Et on est sur la question des violences aux femmes. C'est un féminicide. Hein. Maître, la violence aussi pour les proches d'Aurélie, c'est bien sûr la découverte d'abord du corps d'Aurélie, et puis c'est ce que dit Samir, ce que dit son compagnon. Tout semble l'accabler aujourd'hui, et il nie. Comment c'est vécu par les proches d'Aurélie? C'est très très mal vécu, d'autant que les frères sont allés au domicile du couple après la disparition et ils se sont sûrement approchés du corps d'Aurélie. C'est quand même cet individu, si c'est lui, bien entendu, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid pendant ces 2 mois. C'est ce qui me fait dire qu'il a un profil quand même qui est assez inquiétant et il faut que les enquêteurs s'intéressent vraiment sur tout ce qu'il a fait, pourquoi il est venu de ce département, est-ce qu'il venait se mettre au vert. Est-ce qu'il avait... c'est quand même allé très très vite. Il rencontre cette jeune fille au mois de juillet-août et au mois de fin janvier, elle est morte. Donc il y a beaucoup de questions que se pose la famille et je dois souligner quand même que les frères ont fait un travail considérable. Ils ont aidé les enquêteurs d'une façon incroyable parce que ce sont tout de même eux qui sont arrivés à se connecter sur la page Facebook d'Aurélie et qui ont compris qu'en fait le fameux message qui aurait été adressé le 13 février à Samir, en fait, ce message, il était du 28 janvier. Il était du 28 janvier. Et que entre le 26 janvier, date supposée par les frères d'Aurélie, où elle aurait fait des publications sur Facebook, entre le 26 janvier, excusez-moi, et le 28 janvier, ce sont 2 vidéos qui ont été diffusées. Et d'après les frères, il ne s'agit pas d'Aurélie qui aurait diffusé ces vidéos, parce que ce n'était pas le style d'Aurélie de diffuser des vidéos sans faire de commentaires. Et c'était des vidéos qui avaient trait à un mouvement sectaire né aux États-Unis avec peut-être des sympathisants en France, ce qui aurait pu laisser penser aux frères qu'elle était partie rejoindre cette secte. C'est pour ça que c'est quand même il y a toute une application qui a suivi le décès. Alors bien entendu, les enquêteurs, nous n'avons pas encore accès au dossier. Et moi, les informations que j'ai, c'est en interrogeant les enfants qu'on arrive à savoir un peu ce qui aurait pu se passer. Yannick Philippona, dans les zones d'ombre qu'il reste encore éclaircies, puisqu'on n'a pas encore tous les éléments du dossier, comme le disait Maître Alary à l'instant, c'est ce que nous dit cette autopsie, parce que le procureur est resté extrêmement général sur cette autopsie, donné très peu de détails. Exactement. Il parle qu'il n'y a pas... Le fait qu'elle ait pu recevoir des coups n'est pas étayé. Donc pour l'instant, il ne dévoile pas son jeu. On a l'impression que c'est un peu du poker moteur entre à la fois l'accusation et la défense. Après se pose aussi la question du corps. S'il a passé plus de 2 mois dans cette bâche, sous ce sarcophage bétonné, le corps devait être forcément assez abîmé. Donc effectivement, sur l'autopsie, pour l'instant, rien de déterminant. Et les examens complémentaires vont pouvoir expliquer comment Aurélie Vaquier est morte, même s'il y a des hypothèses qui ont été formulées par le médecin légiste. Mais là encore, et la section de recherche de la gendarmerie et le parquet de Béziers restent pour l'instant silencieux. Merci beaucoup Yannick Philippona. Merci Maître Alary d'avoir été avec nous dans l'affaire suivante et on va continuer évidemment à suivre cette affaire de près, cette nouvelle affaire qui en rappelle hélas
bien d'autres où la piste du féminicide, des violences faites aux femmes, comme le disait Dominique à l'instant, semble se confirmer au moins après enquête. Des situations qui sont parfois minimisées, notamment par la police. C'est ce qui a poussé le frère de Nathalie Debailly à porter plainte cette semaine contre la police. Sa sœur est morte en 2019 à la suite d'un contrat passé sur sa tête par son compagnon qu'elle voulait quitter. Il sera sur ce plateau dans un instant pour nous raconter le drame vécu par sa sœur, par toute sa famille. Mais d'abord, retour sur cette affaire avec Elisa Trana. Lundi 27 mai 2019, il est environ 8h40 quand Nathalie Debailly se gare dans le parking de la banque lilloise où elle travaille. 4 hommes l'attendent. La mère de famille est emmenée de force à bord d'un utilitaire. Les kidnappeurs la conduisent jusqu'au domicile de son ex-compagnon, Jérôme Tonneau. Ils avaient entretenu une relation pendant 2 ans, mais Nathalie avait rompu 3 mois avant. Depuis, impulsif et manipulateur, il l'a harcelée régulièrement. Le jour de l'enlèvement, il l'égorge à coups de cutter. La police retrouvera le corps inanimé de Nathalie Debailly dans la baignoire. Jérôme Tonneau et ses complices sont interpellés le surlendemain. Selon son avocat, l'ex-concubin n'a pas supporté la rupture. La séparation a écroulé ses espoirs de stabilisation sans doute et de vie commune. Et que c'est sans doute un des mobiles de son geste. Gérant de blanchisserie, Jérôme Tonneau était connu des services de police pour escroquerie. Il a été placé en détention provisoire, tout comme ses 3 complices issus de la communauté rom. Et avec nous sur le plateau d'affaires suivantes, Nicolas Debailly, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Soyez le bienvenu, merci d'être là, vous êtes le frère de Nathalie Debailly. À vos côtés, maître Isabelle Steyer, bonjour. Soyez la bienvenue, vous êtes l'avocate de la famille Debailly. C'est évidemment un moment difficile que de venir parler de sa sœur, merci de le faire. Votre sœur, on l'a rappelé, elle travaillait à la Société Générale, elle a été en couple pendant 2 ans avec cet homme, Jérôme. Séparation conflictuelle et puis tout va basculer. Tout va basculer le 27 mai 2019 quand elle est enlevée sur ce parking. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de ce moment-là ce qui va se passer quand elle est enlevée sur le parking? Eh bien, elle a la chance d'avoir un témoin qui assiste en fait à l'enlèvement, qui rentre dans le parking, un collègue à elle qui rentre dans le parking à ce moment-là et qui essaie d'intervenir. Il l'entend crier, il s'approche, il essaie d'intervenir et il se fait tirer dessus. Donc il prend peur, il se fait tirer dessus avec des balles à blanc, il prend peur, il va se cacher et il entend la camionnette partir. Et là, immédiatement, il reprend ses esprits et il donne tout de suite l'alerte. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire puisque la police ne se présentera au domicile de l'assassin que 2 heures après. 2 heures après qu'il ait donné l'alerte. Ils vont frapper à la porte, ça ne va pas répondre, alors que l'assassin et ma sœur sont dans le domicile. Ça ne répond pas, la police repart. Elle aurait pu intervenir. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que vous avez porté plainte cette semaine. Ça veut dire qu'on aurait peut-être pu sauver votre sœur. Alors on aurait pu sauver ma sœur, c'est une évidence. Mais pas que le jour de l'assassinat. On aurait pu la sauver bien avant, puisqu'elle avait déposé 3 mains courantes et une plainte. Puisque ce 27 mai n'est que l'issue de 3 mois de harcèlement et de torture. Et avant, elle n'a jamais été écoutée, elle n'a jamais été prise au sérieux. C'est la particularité de ce dossier parce que c'est quelque part, vous l'avez bien raconté, hein, vous avez aussi parlé cette semaine sur BFM en disant voilà, peut-être qu'au moment où les policiers viennent frapper la première fois, ma sœur est toujours vivante dans l'appartement et peut-être qu'ils auraient dû entrer à ce moment-là. C'est un peu la chronique d'une mort annoncée. Exactement. Exactement. Alors on ne connaît pas exactement l'heure de sa mort, donc on est prudent, mais on peut envisager, oui, qu'elle les a entendus frapper à la porte. Qu'il y a eu plein d'espoir qui l'ont envahi à ce moment-là, qu'elle a cru être sauvée et qu'elle les a entendus repartir. Le profil de cet homme, maître, peut-être pour qu'on le comprenne, il demande déjà à des personnes de kidnapper Nathalie et ensuite c'est lui qui va passer à l'acte. Oui, c'est ça. C'est un scénario qui est justement très scénarisé, ce qui est extrêmement particulier dans les dossiers de féminicide, puisque généralement on a l'action d'un homme seul. Là, il va avoir 3 complices, 3 voitures également qu'il va aller louer. Il va y avoir ce garage dans lequel c'est un garage de la Société Générale, donc il y a effectivement des vidéos. Et puis c'est fait en plein jour. C'est fait avec quelqu'un qui attend que Nathalie arrive donc dans le garage.
elle est embarquée, puis elle est après débarquée du coffre devant chez elle. Donc c'est un scénario qui emmène avec lui énormément de personnes, de témoins. Il y en a eu un. Et c'est quelque chose qui est hors norme à ce titre-là. Et l'auteur présumé, pardon maître, mais l'auteur présumé va même prendre la carte bleue de votre sœur, hein, et aller tirer de l'argent, 900 €, pour donner à chacun des 3 complices dans son action criminelle, 300 € chacun, c'est ça? Ça, oui. C'est-à-dire qu'après le meurtre... Il rémunère ses complices. Après le meurtre, avec la carte bleue de Nathalie, il va les rémunérer à hauteur de 300 €. Et tout cela... Ce qui est aussi très singulier, oui. Et tout cela a pu se faire parce que les alertes, vous le disiez, qui avaient été lancées avant, n'avaient pas été prises en compte. Vous disiez qu'il y avait eu des menaces, 3 mains courantes, une plainte. Pour qu'on comprenne bien, de quel ordre étaient ces menaces? Les menaces ont été immédiates. Elle l'a quitté un 3 février. Il a immédiatement dit « Tu ne me quitteras pas. Si tu me quittes, je te tue. » Puisque la première main courante, elle la dépose le 11 février. Soit 8 jours après la rupture. Donc, immédiatement, il a été menaçant. Tout de suite, elle a eu peur. Et tout de suite, elle a pris la mesure du danger qu'il y avait sur sa tête. Et ces menaces, il s'en ouvre aussi à d'autres personnes. Vous, je crois, il vous le dit, non? Alors, il nous dit pas... Il dit à ses amis, à sa famille, clairement, là, il partage les menaces. Nous, il nous harcèle plutôt. Il nous appelle, il vient à notre domicile. Il y a une tension. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il y a une pression. Et ben, il essaie de nous manipuler, de la faire changer d'avis. Alors que nous, au contraire, on la soutient parce que c'était 2 ans de relations conflictuelles, horribles pour elle. Il lui envoie des photos de Pierre Tombal. Il est en permanence posté au bistrot qui est en face du lieu de son travail. Il lui court après dans la rue. Il pénètre dans son parking parce qu'il faut savoir qu'il était déjà venu dans son parking avant ce 27 mai. Non, il fait tout. Quand on vous entend, on est frappé d'ailleurs par la dignité parce que vous pourriez être en rage. Et en tout cas, les explications, vous les demandez, maître. C'est le sens de cette plainte déposée cette semaine. Qu'est-ce que vous en attendez? Expliquez-nous. Nous avons dans ce dossier toute la famille qui est informée de ces faits. Tous les amis, l'intégralité de son milieu professionnel. Et ce qui est très singulier, c'est que, contrairement au précédent dossier d'ailleurs, on sort du huis clos. Oui. Le milieu professionnel est envahi. Le milieu amical est envahi par aussi des courriers. Les preuves sont dans son ordinateur. Toute la famille est informée. Les amis sont informés. Elle se présente 4 fois dans un commissariat. Elle a le courage d'aller au commissariat. Elle dénonce, elle amène les preuves. Donc c'est finalement un dossier qui est tout cuit pour les policiers. Hein, ce n'est pas le dossier précédent. Et là, aucune réponse, rien ne se passe. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui anime ou qu'est-ce qui n'anime pas ce commissariat, alors même que tout est donné, tout est prouvé. Généralement, on n'a pas de preuves dans le huis clos. Là, on en a, puisqu'on voit ces hommes-là camper devant son lieu professionnel et puis le soir suivi chez elle. On a tout, et il ne se passe rien sur 3 mois. On l'a compris, on peut le dire, police défaillante, justice défaillante. Qu'est-ce que vous, avocat, vous pouvez faire pour elle, pour sa famille, pour sa mémoire et pour la justice qui doit être rendue aux femmes qui vivent ce genre de drame? J'attends d'abord une réponse humaine, que les policiers nous expliquent pourquoi. Ça risque pas de venir. Donc qu'est-ce que vous allez faire? La première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, dès qu'une femme se déplace dans un commissariat, munie de telles preuves, qui est finalement pas un féminicide intramuros, qui est un féminicide public, qu'elle soit protégée. C'est une protection immédiate. Elle avait demandé une protection, elle avait demandé que les policiers soient là et fassent des rondes autour de chez elle. Donc elle avait imaginé cette solution. Il faut absolument que dès qu'une femme se présente dans un commissariat, qu'elle soit protégée, soit par le biais d'un déferrement et d'un bracelet anti-rapprochement délivré à l'agresseur, soit par le biais d'une ordonnance de protection avec sa nouvelle adresse cachée, mais qu'il y ait une réponse judiciaire en temps réel et munie maintenant des nouveaux moyens dont on dispose pour qu'elle puisse faire l'objet d'une protection jour et nuit. Vous allez déposer plainte? Qu'est-ce que vous allez faire?
En l'état, nous attendons des réponses et nous allons... Non, mais vous savez bien que la police ne va pas vous dire on est désolé. Faire ça simplement, c'est un aveu. Vous pouvez l'utiliser dans un dossier après contre eux. Donc il n'y aura jamais de message de la police ou de qui que ce soit qui vous dira on est désolé. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous savez que je l'ai déjà effectué. Vous avez déjà fait condamner l'État. J'ai déjà fait condamner l'État. Dans une autre affaire. Dans une autre affaire, on peut continuer. On peut continuer de façon à voir dans tous ces féminicides dans lesquels, il y en a 41% à peu près, dans lesquels les femmes avaient déjà demandé de l'aide. Et de faire condamner de façon régulière l'État, de façon à ce qu'une nouvelle politique concernant les violences faites aux femmes soit menée, soit diligentée et soit surtout réelle. Parce que les moyens juridiques, on les a. Les moyens humains, on les a. La connaissance maintenant de ce phénomène-là, on l'a. Grâce d'ailleurs à des émissions comme la vôtre. Et donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est que ces moyens soient mis en œuvre. Et s'ils ne sont pas mis en œuvre, eh bien, dans chacun des féminicides dans lequel il y aura une carence, il faudra attaquer l'État. On entend évidemment la cause qu'on partage tous, que vous défendez. Pour vous, Nicolas Debailly, vous attendez quoi maintenant? Alors, pour moi et pour ma famille. Bien sûr. Puisqu'on est tous là. Deux choses. La première chose, des explications, des réponses, parce qu'on a énormément de questions, puisqu'il y a eu beaucoup d'étapes où elle a alerté. Et ça n'a été que des murs successifs face à elle. Donc on veut savoir pourquoi. Et on n'est pas là pour pleurer, pour se plaindre. On est là pour que ma sœur, finalement, ne soit pas morte pour rien. Que ce soit un exemple, qu'on en parle, qu'on en tire des leçons de ces réponses qui vont nous apporter et qu'on change les choses, qu'on bouge les lignes. Il y a eu des faillances. Et nous, notre discours, il n'est pas du tout anti-institution, anti-système. On y croit profondément et ma sœur y croyait aussi profondément puisqu'à chaque fois qu'elle s'est sentie en danger, elle s'est orientée vers nos institutions. Donc, nous, on continue d'y croire, sauf que là, ici, on se dit qu'on a un cas où on peut pointer vraiment énormément de défaillances et s'en servir pour changer les choses et pour qu'il n'y ait pas d'autres Nathalie Debailly ou le moins possible. Changer les choses, c'est ce que vous contribuez à faire en étant sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Merci beaucoup, Maître. Et évidemment, on va continuer à suivre cette plainte déposée et ce dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche sur BFM TV.